Bon, eh bien, je reprends à mon tour la campagne. Je suis heureux de le faire ici. J'ai été très impressionné par ce début de réunion et ce que j'ai entendu de Marie-Laure Darrigade et de Sandrine Rousseau, qui me font me féliciter et me sentir très honoré d'être en leur compagnie. Ce soir, il y a des gens qui sont des gens conscients dans cette salle. La preuve, vous êtes là, si vous seriez restés à la maison, voir les sottises qu'il y a à la télé. Donc nous sommes en responsabilité. Et nous venons nourrir notre sens des responsabilités devant des événements dont nous sentons tous qui sont d'une gravité singulière et extraordinaire. Mais la première dans une campagne électorale, c'est une responsabilité civique. Et je suis content de pouvoir dire, moi qui ai été un élu local longtemps, qu'il y a une page à tourner. Il y a un certain type d'élu local qu'il ne faut plus élire en aucun cas. Pas seulement les cumulards que vous désignez à la vindicte de tous à juste titre, parce que, comme j'ai cumulé, je peux vous dire la vérité. Qui cumule ne fait rien de bien, car vous êtes toujours à une réunion pendant qu'il faudrait être à l'autre, et toujours en train de traiter un dossier, alors qu'il y en a un autre qui vous attend. Moi, j'y ai renoncé il y a très longtemps, parce que je trouvais que c'était humainement insupportable, à titre personnel, et totalement irresponsable à l'égard des citoyens qui vous donnent un mandat et attendent que vous le remplissiez, comme c'est bien normal, quitte à avoir sa propre vision de la place d'un élu. Quelle sorte d'élu ne faut-il plus élire en aucun cas? Déjà, tous ceux qui ne sont pas sur notre liste. C'est un critère comme un autre. Mais si on va un peu plus dans le fond, ce sont les élus qui croient qu'il y a des problèmes locaux. Alors, en effet, il y a des problèmes qui apparaissent localement. Mais tous les problèmes qui apparaissent localement sont des problèmes généraux. Et si vous n'avez pas une vision claire des problèmes généraux et des réponses globales qu'il faut apporter, vous ne pouvez pas prendre les bonnes décisions locales. Si vous ne comprenez pas que le destin de la planète à échelle d'une génération, c'est-à-dire à l'échelle, pour ceux de ma génération, de mes petits-enfants, et pour les plus jeunes de cette salle, de leurs enfants, que c'est dans cette durée de temps qu'un bouleversement majeur va se produire, qui va nous mettre tous au pied du mur de notre identité, non pas de Français, de Picards, d'Allemands, que sais-je encore, mais simplement d'êtres humains participant à une espèce commune qui n'a qu'un seul écosystème compatible avec sa survie. C'est à ça que nous allons être confrontés. Et donc, interpellés au plus profond de nos principes politiques. Face à ce qui va arriver, est-ce que c'est chacun pour soi ou tous ensemble? Vous avez les deux grandes doctrines qui séparent aujourd'hui le monde politique, la droite et la gauche. Tous ensemble, c'est la gauche historique et traditionnelle et le républicanisme écologiste. Chacun pour soi, c'est la droite. Alors, chacun pour soi au sens de la droite civilisée, si on peut dire, traditionnelle. Chacun pour soi, produit autant qu'il peut, n'importe quoi, n'importe comment, dans n'importe quelle condition du moment qu'on arrive à vendre la marchandise. Et puis après, vous avez le chacun pour soi de l'extrême droite, c'est-à-dire nous autres les blancs, catholiques, etc., etc., etc. Nous nous tirerons d'affaire et que crèvent tous les autres. Alors ça, c'est le premier point. Nous avons dans cette campagne des gens qui se présentent au suffrage de leurs concitoyens et qui continuent à raisonner avec les raisonnements du siècle précédent et les problèmes tels qu'ils se posaient dans le siècle précédent, avec la géopolitique du siècle précédent, et qui n'ont pas pris le tournant d'abord de la compréhension numéro 1, qui est l'importance de la question de la survie de l'écosystème qui organise toutes les réponses, y compris les réponses sociales. Un monde plus égalitaire est un monde capable de gérer la grande transition qui se présente devant nous. Et Sandrine a eu 1 million de fois raison de terminer en disant que ce que nous voyons, c'est de la petite gnognotte en matière de flux de population par rapport à ce qui va se passer s'ils ne sont pas tenus les objectifs, et pour l'instant on ne voit pas comment ils les tiendraient, de ralentissement du réchauffement de la planète, et donc avec une des conséquences, il y en aura plein, des événements climatiques extrêmes, mais qui est la montée de la mer. Tu as parlé de la centrale de Gravelines, j'ai le malheur de t'annoncer qu'avant que la flotte arrive à 9 mètres, partant de tempête
jusqu'à la centrale de Gravelines, il aura suffi qu'elle monte d'1,50 m pour que la centrale de Blaye en Gironde soit noyée. Ce qui a déjà failli se produire en 1999, situation dont nous avons été tirés un soir de vent à 140 km et de creux de 7 mètres par un ingénieur qui a eu l'intelligence de comprendre que le remuement des eaux serait tel que les prises d'eau froide seraient bouchées par les alluvions de la Gironde. Et il a arrêté la centrale. Heureusement pour nous, la centrale de Blaye est située à 50 km de Bordeaux. Et évidemment, on voit là se résumer, se concentrer un des défis de notre époque. Il n'y a jamais eu tant d'êtres humains, ils n'ont jamais été autant tous au même endroit, et entourés d'installations qui, bien sûr, au départ, étaient censées faire le bien de tous. Et je n'ai pas l'intention de jeter la pierre à ceux qui ont cru bien faire à l'époque. Mais maintenant qu'on sait de quoi il retourne, il est criminel de ne rien faire. Et nous ne savons toujours pas démonter correctement une centrale nucléaire. Et nous ne savons toujours pas gérer les déchets nucléaires. Et par conséquent, il y a une urgence à précipiter la recherche fondamentale. D'une part, oui, fondamentale, vous savez, celle qui ne sert à rien. Celle qui fait que les gros rustres disent « Ah ben, ils ont assez cherché, maintenant il faut qu'ils trouvent ». Et vous avez toujours quelqu'un que ça fait rire, alors que c'est stupide. Eh bien, nous avons besoin de cette recherche fondamentale, c'est-à-dire de gens qui passent des heures, vous ne savez pas à quoi, mais qui finissent par trouver des choses improbables, qui des fois n'ont rien à voir avec ce qu'ils cherchaient au départ, mais qui sont extraordinaires, parce que tel est fait le génie humain, qui n'obéit pas à la schlag, au fouet ou au carnet de commandes. La recherche fondamentale s'apparente à la poésie, la littérature, la musique, et à des choses aussi imprévues qui sont les enfants du cerveau mis en roue libre. La recherche fondamentale, les moyens techniques, humains, qui nous permettent d'organiser cette grande transition, et donc de l'organiser. Mes chers concitoyens, nous avons besoin de discipline collective, d'objectifs collectifs. Nous avons besoin de tendre toute notre énergie, tous ensemble, pour y arriver. Il va falloir travailler beaucoup. Il y a beaucoup de travail qui n'est pas fait et qui doit être fait. La question n'est pas de savoir si on a besoin de travail ou pas, c'est seulement de savoir comment on va le payer. Et pourquoi ce travail aujourd'hui est insolvable. Pourquoi ces besoins sont insolvables. C'est donc un remuement profond de l'économie auquel nous sommes appelés, un changement de mode de vie. Il faut aller vers un mode de vie plus sobre, en énergie, mais de tous les points de vue plus sobre. Nous ne pouvons pas continuer à gaspiller, à empiler les objets, et avoir un président de la République ravi de la crèche qui dit « l'offre crée la demande ». Tout simplement parce que Jean-Baptiste Say l'a dit au XVIIIe siècle et que tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Que vous pouvez toujours essayer d'aller vendre des frigos à des lapons, ça ne les intéresse pas, ils ont besoin de chauffage. Même pas cher, ils n'ont pas besoin de frigo. Et si vous essayez de vendre un chauffage dans le Sahara, vous perdez votre temps. Eh bien, l'offre ne créera jamais la demande. Ou des demandes artificielles. Si je vous propose une troisième télé, peut-être que vous la voudrez, parce que celle-là vous grattera le dos pendant que vous la regardez. Mais franchement, ça ne sert à rien. C'est ce grand renversement auquel nous visons par chacune de nos élections. Je m'adresse peut-être davantage à ceux qui appartiennent à ma famille intellectuelle et politique, celle qui vient de la vieille gauche. Nos anciens regardaient plus haut que l'horizon. Ils ne se contentaient pas d'accumuler des revendications de l'instant. Et c'est dans cette région qu'est né le socialisme français. Ils regardaient plus haut que l'horizon. Ils rêvaient d'un autre monde et ils agissaient au quotidien au nom de cet objectif qui était plus haut que l'horizon. Il est donc dans notre tradition, non pas de voler au ras des pâquerettes, mais de regarder loin au-dessus de l'horizon. Et notre responsabilité à cet instant est de le faire, y compris dans le choix des personnes à qui nous confions nos destins, c'est-à-dire les décisions qu'il y a à prendre pour la suite. Vous avez là une bonne équipe. Et dites-moi ce que vaut l'équipe dirigée par Madame Le Pen, qui est une supercherie permanente, elle, à titre personnel, dont il n'est pas certain qu'ils comprennent toujours les fiches qu'elle récite, dont il est absolument certain qu'elle n'a jamais habité Hénin-Beaumont, contrairement au reportage que j'ai vu sur France 2, où on voyait sa voisine se réjouir de l'excellente communauté de vie qu'elle avait avec. Supercherie parce qu'il est à peu près certain que quand bien même aurait-elle la majorité, elle ne présidera jamais cette région pour la raison qu'elle va entrer en campagne présidentielle. Que vaut une telle équipe, avec pour unique programme un sentiment cocardier absolument ridicule. Absolument ridicule. Non pas que, quand elle dit « nous allons produire français », nous ayons quelque chose à dire contre le fait qu'on produise en France,
mais qu'il y a une réorganisation générale des échanges auxquels il faut procéder si l'on veut relocaliser l'économie. Il ne suffit pas de dire « il faut que ce soit un Français ». Il faut dire comment on peut accéder à tel ou tel bien. Est-ce que nous les produisons nous-mêmes? Est-ce que nous les faisons venir d'ailleurs? Est-ce que telle arrivée d'ailleurs va fracasser nos efforts ici pour relocaliser ce qui est d'intérêt écologique? Mais par-dessus tout, c'est l'être humain qui compte. Alors voici cette dame qui prétend relocaliser, mais qui vote pour le statut de travailleur détaché au Parlement européen. Il n'y a que nous qui avons voté contre. Elle a voté pour. Donc ça ne la dérange pas que des gens viennent travailler comme travailleurs détachés sous le statut social de leur pays d'origine. On retombe toujours sur la même chose. Aux êtres humains réels, ils préfèrent des abstractions. Des abstractions qui, dans ce cas, sont spécialement violentes. Et enfin, l'équipe de Xavier Bertrand, dans un instant, je vous parlerai de mes ex-camarades. L'équipe de Xavier Bertrand, le procès en a été fait et réglé en quelques instants par Sandrine Rousseau. Bon, bah, écoutez, si vous voulez à tout prix avoir dans votre salon un diplodocus d'une époque définitivement révolue, bah, payez-vous celui-là, vous en avez un, il est chez vous. Vous pouvez en profiter, en user et en abuser. Mais vous savez, je ne vais dire qu'un mot pour attirer votre attention sur un détail. Vous savez, ces gens, au-delà de tout ce qui a été dit fort intelligemment et bien documenté, sur ce que représente une ferme de 1000 vaches, un poulailler de 250 000 poules, etc., etc., comme usine à empoisonner tout le monde en réalité. Les méga-fermes de 1000 vaches et même davantage ne trouvent leur point d'équilibre financier que pour une raison. Elles produisent de méthane et c'est cette vente, en même temps que celle du lait et de la viande, qui réalise l'essentiel de la capacité de profit. C'est ce qui se passe en Allemagne où cette méthode a été généralisée. Mais, poussé d'un cran, la manière de traiter les êtres sensibles a tôt fait de passer des animaux aux êtres humains. Et souvent, on a propension à traiter les animaux comme on aimerait bien traiter les êtres humains, mais on ne peut pas le faire, alors on les traite comme ça. Nous ne pouvons pas être indifférents, comme si c'était une question secondaire, n'ayant rien à voir avec le modèle de civilisation que nous développons à la souffrance animale. 250 000 volailles empilées dans un hangar, pour ceux d'entre vous qui ont peut-être vu ce que c'est quand on en met 1000, vous avez une idée, c'est une abomination. C'est une manière de traiter les animaux qui nécessite de la part de ceux qui organisent cette production une insensibilité totale à la souffrance des êtres sensibles. Et cette insensibilité qui se travaille face aux animaux, demain finit par se retrouver face aux êtres humains. C'est une constante que l'on a toujours observée. Ceux qui maltraitent les animaux finissent toujours par maltraiter les êtres humains, et des fois ils commencent par ça. J'en étais donc au chapitre de la responsabilité. Ne vous inquiétez pas, je viendrai au socialisme dans un instant. Nous avons 2-3 comptes de famille à régler. La responsabilité, je vais vous parler de l'instant. Après tout, moi je ne vais pas vous parler de la Picardie, ou juste pour un mot. Mais nous avons une responsabilité. Notre pays a été agressé. Notre responsabilité d'adulte est d'être, nous, les points d'arrêt d'un certain nombre de vagues nocives où chacun d'entre nous peut faire quelque chose. Premièrement, empêcher la panique et la peur de se propager. Ça ne sert à rien. Maintenant, nos enfants ont vu, ils ont regardé la télé, ils en ont entendu parler autour, il faut expliquer. Mais ce n'est pas une bonne chose de laisser croire que ça peut se produire tous les 5 minutes, n'importe où, y compris à votre porte, parce que ça ne nous rapportera rien, les gens. Si ça se produit, mektoub, comme on dit chez moi, c'est comme ça. Et comme ça ne se produira pas, ça ne sert à rien de faire la trouille à tout le monde. Sachez que la peur est un instrument spécial dans notre temps. Aujourd'hui, le premier lien social que vous propose la droite et tous les conservateurs, c'est d'avoir peur ensemble. Peur de votre voisin, peur de votre cousin, peur de la personne qui passe, du colis suspect, de la valise abandonnée, de la vieille personne suspecte, etc., etc., etc. Nous ne pouvons pas vivre dans une société de la peur, quand bien même aurions-nous et avons-nous des raisons d'avoir peur. Notre devoir, ça fait bizarre de dire ça, c'est d'entretenir autant que nous le pouvons des foyers de tendresse et de joie, parce que de là part le reste aussi, qui nous regarde, nous les progressistes, qui a la confiance en l'avenir. Nous ne devons pas être à l'image de ces anciennes sociétés où les visages bénéfiques sont ceux qui se tournent vers le passé, parce qu'il fallait reproduire le passé pour être sûr de ne pas faire de bêtises.
C'est comme ça. La houle du futur nous a emportés, et en regardant devant, il faut savoir ce qu'on y apporte. Et ce qu'on y apporte, ça doit être cette possibilité de parler aux autres autrement que pour les évaluer et se méfier d'eux, premièrement. Deuxièmement, une nouvelle fois, nous avons un devoir sur un point. C'est un mécréant qui vous parle. Nous devons dire avec une fermeté absolue, l'islam n'a rien à voir avec ça. L'islam est une religion. Écoutez-moi, vous pouvez discuter ce point. Vous pouvez trouver dans les livres des choses qui pourraient vous dire, eh ben c'est dedans, vous voyez bien que c'est le contraire. Mais c'est vrai de n'importe quel livre. Et les musulmans n'ont rien à voir de plus avec cette affaire que les bouddhistes qui massacrent les musulmans en Birmanie n'ont à voir avec le bouddhisme. Pas davantage que le catholicisme qui conduit à massacrer en Norvège 90 personnes n'a à voir avec le catholicisme, etc. Refuser que la haine et le poison de la haine religieuse, qui a toujours un fondement dogmatique, c'est-à-dire qu'il est impossible de discuter, nous traverse. C'est notre ligne de défense. C'est pas toujours facile à tenir. Hein. Je ne vous dis pas ça. Je ne vous dis pas que c'est facile, mais c'est indispensable de le faire. Après, le reste nous sera donné par surcroît, et chacun d'entre nous a ses convictions. Ça, c'est notre responsabilité dans le mouvement. Maintenant, dans votre pauvre région, vous avez eu droit à tous les apprentis sorciers de la Terre. Je ne sais pas ce que... Alors là, bon, c'est la Picardie, c'est plus tranquille. Bon, les armées sont pas mal passées par là. Aller-retour. Chaque fois, ça fait 2 passages. Comme vous comptez qu'il y en a toujours un qui court derrière l'autre, ça fait 4 fois le passage. Mais dans le Nord, ils ont bien morflé. Et le Pas-de-Calais, où je suis allé faire campagne une fois, je ne sais pas ce qu'ils ont fait aux astres, cela, mais alors vraiment pas de bol. Hein. Les 2 guerres mondiales, c'est chez eux. Le plus grand accident industriel de l'histoire, c'est chez eux. La silicose, c'est pour eux. Et en plus, il y avait l'amiante pour ceux qui étaient devant les tapis roulants. Parce qu'ils ont respiré un cordon d'amiante par semaine en chargeant le... Et maintenant, on connaît les statistiques que tu as évoquées. Ça, voilà, ça c'est la politique de la demande. Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces gens malades, ou qui vont devenir malades, comment on fait pour que les autres ne deviennent pas malades, etc., etc. Donc là, on a un riche chantier. Et vous avez les apprentis sorciers, qui sont venus jouer ici leur petit jeu pourri. Premier apprenti sorcier, celui qui a passé les ciseaux pour découper les régions. Et là, les gens, il faut réfléchir. Pourquoi a-t-il découpé les régions comme ça, alors qu'il avait déjà découpé le paysage administratif de France? Parce qu'il avait fait une première découpe et que Bruxelles lui a dit « ça ne suffit pas, vous devez réduire les échelons administratifs ». Sauf que chez nous, les échelons administratifs, c'est des échelons démocratiques. Parce que depuis que la France s'est constituée à travers ses cités, c'est la démocratie locale qui a été l'organisatrice de la norme et des chartes. Donc ce qu'ils sont en train de démanteler, ce n'est pas les niveaux administratifs, c'est la démocratie. Les 13 grandes régions ont éloigné les centres de décision du terrain. Et vous savez, comme moi, parce que vous en avez l'expérience, que si vous éloignez le centre de décision, il y a toujours quelqu'un qui finit par être oublié. Si vous supprimez les cantons, il y a des territoires qui ne seront plus jamais représentés ou plus. Si vous supprimez des régions, il y a forcément une capitale qui tombe par rapport à l'autre, etc., etc. Mais enfin et surtout, pourquoi ont-ils découpé comme ça? Eh bien, ils ont découpé dans un bureau entre eux. Et certains avaient des comptes à régler entre eux. Et par conséquent, ils ont trouvé intelligent de mettre la Picardie avec le Nord et le Pas-de-Calais pour embêter Madame Aubry, ce qui, à vous fait une belle jambe, mais à eux, les distrayait beaucoup. Et pendant qu'ils en étaient à passer le ciseau, pourquoi les ont-ils passés là où autrefois ils étaient passés? Comme tu l'as dit tout à l'heure excellemment, on ne peut pas regarder la carte de France d'aujourd'hui comme celle d'il y a 100 ans. Et il est tout à fait évident que le bassin d'attraction de Creil est davantage tourné vers la région parisienne, sinon il en coûte ce que tu dis. La richesse se produit à un endroit, le prélèvement sur la richesse par l'impôt se produit à un endroit, et les besoins sont à un autre à satisfaire. Ils auraient dû, pendant qu'ils y étaient, redécouper en partant des réalités, c'est-à-dire des mouvements de population, et non pas des antiques régions où il s'est passé des choses il y a 3 ou 4 siècles qui, paraît-il, créent une identité commune.
Eh bien, si je fais le tour de cette salle, ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup ici, dont les ancêtres, il y a ne serait-ce qu'un siècle, ou même deux, étaient réellement présents ici. Nous sommes les enfants du hasard, des circonstances, et nous ne cherchons qu'à faire notre bonheur là où nous nous trouvons. Et par conséquent, les structures administratives doivent répondre non pas à la tradition, mais à la demande, et aux besoins réels, et aux circulations réelles des êtres humains. Ça, c'est la première forme de bricolage hasardeux. Ne vous étonnez pas après que ça donne ce que ça donne. Madame Le Pen peut raconter ce qu'elle veut, tout le monde s'en fout, parce que personne ne sait où il habite réellement. Je ne vais pas parler de vous, vous êtes plus malin, et vous savez très bien que vous êtes directement intéressé à ce qui se passe à Lille, bien sûr. Mais quand je suis allé à Guéret, les camarades m'ont dit, eh bien voilà, on va faire un programme commun avec Biarritz. Je dis, ah bon, qu'est-ce que vous voulez faire à Biarritz? On n'en sait rien, c'est qu'on est dans la même région. Ah bon? Guéret et Biarritz, oui, Guéret et Biarritz, vous vous imaginez. Et toute la France a été mise dans cette découpe grotesque qui fait que, bien sûr, tout le monde a compris qui sera la périphérie et qui sera le centre. Parce qu'il reconstitue une organisation du territoire avec des mégapoles qui vont absorber la puissance de tout le territoire sur lequel on les aura posés. Voilà les deux jeux auxquels ils ont joué. Pour terminer le tableau, au moment où la bataille a lieu, les grands chefs ne participent pas au combat. Ne me dites pas que les socialistes n'étaient pas capables de trouver un responsable national. Je ne veux rien dire contre M. de Santignon, que je ne connais pas, et dont je ne suis pas capable de vous parler des mérites ou des défauts. Mais enfin, une telle bataille, d'une telle ampleur, on nous l'a assez répété, et on nous le répète maintenant assez, comment se fait-il que les principaux dirigeants et responsables ne l'assument pas eux-mêmes? Voyez-vous, la dernière fois, sortant des élections présidentielles, tout fatigué que j'étais, eh bien, j'ai couru sus à la barricade, là où elle était, à Hénin-Beaumont. Et je n'ai pas ménagé mon énergie et ma force pour rassembler 1000 voix de plus qu'on avait fait un peu avant. Eh bien, j'estime que c'est le devoir des responsables de courir devant, pas d'attendre derrière. De voir comment la partie va se jouer, et puis de distribuer quelques bonnes paroles, une claque ici, un petit pinceau à l'oreille à l'autre, et ainsi de suite. Voilà, j'estime que d'une certaine manière, ils ont déserté le combat, et elle se promène. Elle fait ce qu'elle veut. Portée par une espèce de houle médiatique qui, quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise, finit par tout lui ramener. Il pleut de trop, ça va servir à Madame Le Pen. Il y a ceci, sans doute, va servir à Madame Le Pen, etc., etc. Et quand c'est à peine fini, vous avez des clowns pitoyables du genre de M. Gattaz, roi des mendiants, pardon, je retire les clowns pitoyables. Madame Besse des Molières, soyez aimable, ne le marquez pas. Ça va me valoir des histoires avec tout le monde. Un monsieur, le président du MEDEF, qui est un groupuscule non représentatif des entreprises de France, puisqu'à peine 3% s'y trouvent, et qui ne subira jamais le choc d'aucune élection, car le MEDEF, lui, n'est pas astreint aux normes de représentativité des syndicats ouvriers, déclare ce matin que le programme de Mme Le Pen est un programme qui rappelle celui de 1981. Et alors évidemment, lui, rien que de parler de 81, il est à moitié mort, et il suffoque. Mais il y a des tas de gens pour qui ça leur met la banane, ils se disent, ah ben si c'est ça, ça vaut le coup. Parce que c'est là qu'on a eu la retraite à 60 ans, c'est là qu'on a eu l'augmentation du SMIC, c'est là qu'on a eu l'augmentation de tous les minima sociaux, etc., 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 etc. C'est tout ce qu'il a trouvé d'intelligent à dire. Et après ça, il ajoute que Mme Le Pen, c'est le programme de Jean-Luc Mélenchon. Bah, si seulement. On aurait fait tout le chemin sans avoir rien à faire. Mais non, c'est que ça ne l'est pas. Et vous voyez le danger de ce genre d'assimilation, en plus sans oublier que ça pourrait donner envie. Hein. Bon. La mélenchonisation n'est pas vue comme une calamité partout. Hein. Je ne sais pas pourquoi on a fait ça avec mon nom, moi j'ai rien demandé. Hein. Alors voilà, on agite ça. Apparemment, Sandrine, ça lui a fait zéro effet. Tant mieux. Ça l'a dopé. Tant mieux, parce que... Bien, alors c'est quand même terrible de dire une chose pareille. Cette femme n'a rien à voir avec les intérêts des salariés. Mais je peux vous le montrer très concrètement. D'abord, sur la retraite à 60 ans, il n'est pas vrai qu'elle dise qu'elle est pour la retraite à 60 ans. Ils ont 3 positions différentes sur le sujet. Tantôt, ils disent qu'il faudra revenir progressivement, mais sans changer le nombre d'années de cotisation, ce qui revient à parler pour ne rien dire. Tantôt, ils disent que c'est l'âge légal qui doit être déplacé. Tantôt, ils disent que c'est le nombre d'annuités. Personne ne sait en quoi consiste le programme de Mme Le Pen. Si vous vous référez à celui de 2012, de l'élection présidentielle, elle n'a jamais dit qu'on allait revenir à la retraite à 60 ans, elle parle de retraite à 63 ans. Et quand il dit l'autre, évidemment, il en est mort de peur, le premier mendiant de France, M. Gattaz, qui se trimballe avec sa grosse sébile et son principal organe de conviction qui est la glande lacrymale, il jette de grosses larmes.
et il vient avec sa sébile demander des réductions de cotisations sociales et des subventions publiques pour produire, je ne sais pas ce qu'il produit celui-là, enfin bon, peu importe, c'est tous les mêmes, produire leur truc. Alors il vient, et là il dit, ah mais ils veulent augmenter le SMIC de 200 €. Alors là il s'évanouit, lui qui a juste augmenté sa paye de 150%, à l'idée qu'un employé puisse gagner 200 € de plus, ça lui donne des maladies, des boutons partout, c'est la ruine, la catastrophe. Nous avons été dans le mur, dit-il, après 81, pendant 2 ans. Non, pas du tout, nous n'avons pas été dans le mur. C'est vous qui avez été avec vos lingots, vous croyez que j'ai oublié, quand on vous chopait à la frontière suisse en train de vous sauver, tellement vous êtes bêtes. Parce qu'ils se faisaient choper avec leurs lingots, parce qu'ils se barraient avec, ils emmenaient leur pognon. Et c'est comme ça qu'on a mangé 3 dévaluations, à cause des marchés, pas du tout, à cause d'eux, qui ont essayé de mettre de côté leur argent. Attendez que vous me tombiez sous la main maintenant avec la loi d'état d'urgence qu'il y a, vous n'êtes pas prêts de vous barrer comme autrefois. Ah ben oui, c'est écrit péril imminent. L'état d'urgence, ça ne va pas servir qu'à capturer les écologistes quand on court après les terroristes. Il faut quand même dire aussi de temps à autre que ça sert à attraper les vrais délinquants. Donc, quoi, dit-il, 200 €. Mais c'est pas vrai que Mme Le Pen propose d'augmenter le SMIC de 200 €. Elle propose que la cotisation sociale qui est prise sur votre salaire, n'est-ce pas, sur le brut, la paye brute, on vous prend dessus, la cotisation sociale. C'est après que vous avez la paye nette, avec tout ce qu'on rend là. D'accord? Donc, 200 qui doivent aller en cotisation sociale, mais mes amis, c'est vos sous. C'est les vôtres, pour payer vos cotisations sociales. Donc, elle vous donne vos sous, et puis, pour payer la différence, elle vous les reprend de l'autre main, parce que pour payer ça, il faut payer avec de l'impôt. Bam! Alors elle dit, non, je vais créer une taxe sur les produits importés. Madame Le Pen, il faut lire la loi, c'est pas vrai tout ça. La loi, elle est votée. Dans la loi, il n'est pas marqué qu'on va payer les cotisations sociales avec des taxes sur les importations, qui après tout pourrait être une idée, mais c'est pas marqué. Dans la loi, il est marqué que chaque fois que l'État retire 1 € de cotisation sociale, il doit le remettre du budget de l'État. Autrement dit, je vous donne 200 €, et de l'autre main, je vous les reprends pour payer vos 200 €. Peut-être même que je devrais en prendre 250, parce qu'il y a des gens à qui on a pris 200, et à qui on ne rendra pas 200. Vous suivez? Voilà. C'est ça la grande œuvre sociale de Mme Le Pen. Vous avez des dizaines de nigauds qui sont là derrière en train de dire « Ah, elle va augmenter le SMIC, elle va augmenter le SMIC !» Alors, chacun se dit « Oui, tiens, ça fera 200 €, qu'est-ce que je pourrais faire avec ?» Déjà boucher les trous, vu que je suis dans le rouge dès le 10 du mois, et certains dès le 5. Et d'autres, ils ne voient jamais que le rouge, parce qu'ils en ressortent jamais. Ben oui, mais ça arrive, hein. Dans cette salle, je suis sûr que je parle à un certain nombre de gens. Donc, c'est vrai que ça fait rêver des gens, mais c'est une escroquerie. On les fait rêver de leur propre argent, qu'on va leur prendre d'un côté et leur remettre de l'autre. Je voulais vous dire tout ça à propos des supercheries de cette femme. Et comme il commence déjà à me regarder de travers, je comprends que je commence à être un peu long. Et voilà ce qui se passe. Et maintenant, je vous dis encore une chose. Je pense qu'il y a beaucoup de gens que ça arrangerait qu'elle gagne. Vous comprenez? Parce que pour faire de la politique politicienne, c'est génial. Après, ils pourront dire, vous voyez, vous ne vous êtes pas soumise, Madame Rousseau, vous et votre bande de gauchistes dans le Nord, et c'est à cause de vous qu'elle est passée. Et bien maintenant, il faut tous vous mettre en rang derrière François Hollande, et quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, y compris le pire, si ça peut être pire, eh bien, il faut que vous l'acclamiez et allez voter pour lui. Voilà, il y a comme un plan qui est ourdi pour faciliter l'ascension de cette femme, et ces gens prennent le risque de voir que la bête monte sur la table. Ils préfèrent ça à la moindre oscillation ou main tendue de notre côté. Il y a une machine à perdre dans cette région, qui sait depuis le premier jour qu'elle a perdu l'élection, pour la raison que leurs résultats nationaux et leur bureaucratie locale les a condamnés dans l'estime et dans le cœur des gens. Cette machine à perdre, c'est le Parti socialiste. Si toutes ces questions sont posées, c'est parce que le Parti socialiste ne veut pas entendre raison, ne veut rien changer à sa politique nationale, ne veut pas parler avec les gens comme à des alliés qu'on respecte, à des partenaires avec qui on travaille, mais seulement à des clients, à des commensaux, à qui on donne des ordres, et qui n'ont pas à discuter ni le programme, ni le contenu, ni rien. Voilà. Voilà ce dont vous êtes aussi le lieu de l'expérience ici. Ça, c'est pas acceptable. Bon. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, les amis?
faut pas se laisser faire déjà pour commencer. Et puis il croit. Deuxièmement, il faut ce qu'ils sont en train de faire. C'est la bonne méthode. Ah, alors est-ce que ça va réussir? Ben, nous on est des démocrates. Si on n'essaye pas, on ne va pas le savoir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que le suffrage universel? Rien. Tous ceux qui ont essayé autre chose, ça finit très mal. Les coups de bâton, ça ne sert à rien. Les coups de fusil, vous avez vu où ça mène. Donc qu'est-ce qu'on a? Le suffrage universel, le vote. Le peuple est souverain. Nous nous soumettons à la décision de la majorité. Nous ne voulons pas aller dans des élections avec un revolver sur la tempe qui nous oblige à faire ceci ou cela. Parce que la magie de l'élection, c'est qu'à l'instant où tu rentres dans l'isoloir, tu es l'égal de ton patron. Tu es l'égal de celui qui te domine. Quelle que soit cette forme de domination. Et là, tu es seul et personne ne te regarde et tu fais ce que tu veux. Enfin, pendant quelques instants, tu es politiquement, radicalement libre. Si tu as un problème, c'est avec ta propre tête. Cette liberté-là, cet instant sacré qui est celui de la démocratie politique, nous ne voulons pas le vivre sous la menace et la contrainte. Nous voulons vivre libre. Et la liberté, ce n'est pas un grand mot seulement pour les jours de servitude, ou bien de ceux qui en parlaient ne font plus rien. C'est quelque chose de quotidien, d'immédiat. C'est maintenant que ça va jouer, dans un bureau de vote. La chose qu'il faut dire aux gens qui sont autour de vous, s'ils n'ont toujours rien compris, et qui sont là à grelotter et avoir les genoux qui se cognent l'un contre l'autre, parce qu'on leur a amené l'abominable Yeti, et on leur dit « Ah, c'est Madame Le Pen, vite, vous devez avoir peur. Votez n'importe qui. » Non, nous nous faisons appel à l'intelligence. Nous leur disons « Si vous laissez vos idées à la porte du bureau de vote, ne vous étonnez pas si vous ne les retrouvez pas en sortant. » Voilà. Je finis. Notre méthode est lente et patiente. Nos anciens ont été lents et patients. On aurait préféré que François Hollande ne détruise pas la gauche. On aurait préféré qu'on ait eu pour nous ce quinquennat pour préparer le vrai programme éco-socialiste dont a besoin la France et l'humanité tout entière. C'est pas ça qui s'est passé. Tout a été détruit et saccagé autour de nous. Si nous sommes là, c'est pour qu'il reste un courant progressiste dans ce pays. Et vous verrez que nous serons le point d'appui de la suite. Car les générations qui viennent, ceux qui sont là et les autres autour, à un moment ou à un autre, auront à choisir, chacun pour soi ou tous ensemble. Le camp des partageux, du tous ensemble, c'est nous. Et notre tour viendra, à la condition que nous ne nous soyons pas reniés avant, que nous n'ayons pas avant abandonné nos idées, jeté nos drapeaux au sol, perdu nos espérances, piétiné nos rêves, tout abandonné, parce que des politiciens sans foi ni loi exigent de nous que nous renoncions à être nous-mêmes. Notre tâche est de fédérer le peuple. Je ne vous dis même pas de réunir la gauche, fédérer le peuple. Les milliers de gens qui peuvent avoir un intérêt commun à changer leur quotidien, non pas seulement pour eux, mais pour ce qui est bon pour tous. C'est-à-dire dans la logique de l'écologie républicaine, dans la logique du socialisme qui dit que c'est tous ensemble qu'on s'en sort. Fédérer le peuple. Le programme que vous avez là, il est bon. L'équipe qui va avec est bonne. Ils ont de bonnes têtes. Ils savent où ils vont. Ils échangent bien. Ce qu'ils disent est intelligent. Ils ont eu la bonne façon d'approcher les problèmes localement, en pensant globalement. Tout ça nous servira. Nous ne sommes pas en train de perdre notre temps. Nous sommes, comme toujours, des bâtisseurs pour le futur. Alors j'ai encore une chose à dire. Pardon, je suis loin. Nous portons l'espoir d'une nouvelle Union populaire. Mais encore une fois, notre point de repère, c'est pas les partis. Et moi, je suis membre d'un parti. Je n'ai aucun mépris pour les partis. Je déplore que certains partis n'arrivent pas à le comprendre. Je regrette que mes camarades communistes n'aient pas voulu m'entendre quand nos amis écologistes ont fait le pas qui comptait, qui était de dire nous sommes prêts à faire une union large pour se présenter honnêtement devant les citoyens. Pas comme des illuminés qui viennent avec leur grimoire dire des choses auxquelles personne ne comprend rien, mais pour proposer une manière de vivre différemment dans cette région. Donc proposer avec sérieux un programme. Eh bien à ce moment-là, il fallait tendre la main, il fallait saisir la main qui était tendue. Nous l'avons fait, nous en sommes fiers, et nous nous sommes découverts en cours de route, et nous en sommes contents. Je déplore que mes camarades communistes, qui ont joué un rôle si important dans l'histoire de la gauche, aient décidé tout soudain, et d'une manière si peu aimable à mon endroit,
puisque le jour où je suis venu pour essayer de les convaincre de ne pas s'abandonner à cet isolement auquel ils se condamnaient, eh bien c'est ce jour-là même qu'a été annoncé le dépôt, la présentation de leur livre. Je le déplore. Mais il faut savoir dominer tout ça. Pas faire bouillir et cuire les rancœurs, parce que sinon on n'en finit plus, et du peu qu'on est, on est encore moins à la sortie. Mais il ne faut pas l'oublier. Bon. Si vous ne donnez pas à cette liste, pardon, c'est vous que j'engueule parce que vous êtes là, plutôt ceux qui n'y sont pas qu'il faudrait engueuler. Mais bon, vous leur direz, Mélenchon vous a dit de vous engueuler. Ça ne va pas les étonner. Mais, écoutez-moi bien, ils ont besoin de passer la barre des 2 chiffres. Elle a raison, Sandrine, quand elle vous dit « Jamais aucun sondage a fait une élection ». Bien sûr que ça pèse sur les têtes. Les gens regardent et ils disent « Ah, qu'est-ce qu'il va gagner? Est-ce que mon vote sert à quelque chose ?» Ben, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. C'est des manipulations. Mais, comme l'a dit tout à l'heure notre camarade, c'est une très bonne formule, dimanche matin, quand on va ouvrir le bureau de vote, combien il y aura de voix? Eh bien, 0. Jusqu'à ce que le premier soit venu voter. Puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième, et c'est comme ça que se fait un vote. Donc la partie, elle n'est pas jouée. Mais qu'elle le soit ou pas, ça ne doit pas changer notre manière de faire. Regardez la responsabilité que vous avez sur les épaules. Si notre liste passe la barre des 2 chiffres, il y aura une gauche présente aux 2 tours. Pour votre honneur à tous. Celui de vos anciens qui vous ont amené jusque-là, et sans lesquels vous ne seriez rien. Des géants qui vous ont porté sur leur dos. Et aussi pour la suite, si vous avez cette liste qui passe la barre des 2 chiffres, il y aura une gauche au 2e tour. Si ça ne se fait pas, vous ne savez pas s'il restera une gauche au 2e tour. Car les socialistes se préparent à rallier la liste de droite, si elle leur passe devant. Ou même peut-être à se retirer totalement. N'ayez aucune confiance dans ce qu'ils vous disent. Vous n'êtes sûr de rien. Au dernier moment, on ne sait quelle combine, quel arrangement, quel subterfuge va se jouer entre eux qui ne connaissent que ça. Ne faites confiance qu'à vous. Par conséquent, votre tâche, c'est pas seulement de soutenir un bon programme, c'est pas seulement de soutenir une belle équipe, c'est pas seulement de soutenir une bonne candidate présidente de région dont vous seriez fier de l'avoir comme présidente de région. C'est pas que ça. Rien que ça, ça donne des raisons de voter. C'est que vous portez sur votre dos la responsabilité de faire que dans la première région du mouvement progressiste, du mouvement socialiste, la première région du communisme, la première région du républicanisme, il existe encore la bannière du progressisme. De l'espoir que nous avons toujours représenté d'un demain meilleur, à partir de gens qui souffraient tant dans leur quotidien. C'est de ce dépassement-là dont nous sommes à cet instant, je ne sais pas combien de temps il va durer. Je suis conscient, comme vous, j'en ai tellement vu, que c'est un moment si difficile, si tendu, si dangereux, où nous pouvons être emportés par une vague de xénophobie, de haine de l'autre, de peur, de panique. Nous le savons, mais notre devoir est, vaille que vaille, de tenir bon, de résister, non pas en rentrant la tête dans les épaules, mais au contraire en respirant profondément tout l'oxygène que l'on peut faire entrer en soi pour regarder avec ambition et avec espoir la suite, quand chacun voudrait que nous baissions les yeux. Pardon si vous m'avez trouvé un peu lyrique, mais je ne sais pas le dire autrement. Merci.